Bonjour, soyez les bienvenus dans cette série de vidéos post-Covid. Les Amériques contiennent 35 pays. L'Amérique du Nord est la partie septentrionale de l'Amérique, le deuxième des 5 continents du globe par sa taille, comprenant le Canada, deuxième plus grand pays du monde par sa superficie après la Russie, les États-Unis, quatrième, et le Mexique, 13e. L'Amérique centrale est une région constituée d'un long isthme étroit formant une passerelle entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Amérique centrale couvre une superficie d'environ 520 000 km² et comprend au nord du sud, entre la péninsule de Yucatan au Mexique, 7 États dont le Guatemala, le Belize, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. L'Amérique du Sud est une région géographique de l'Amérique regroupant 12 pays. L'Amérique du Sud est la quatrième plus grande masse continentale du monde après l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud est limitée par l'océan Atlantique à l'est, l'océan Austral au sud, l'océan Pacifique à l'ouest. Il est relié au nord à l'Amérique centrale par l'isthme de Panama. Alors je vous laisse découvrir les pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine en visualisant cette vidéo. Le continent américain est un continent vaste et riche. Alors, sa superficie, il est en total de 42 242 millions de kilomètres carrés, ce qui représente à peu près 28% du globe, et le deuxième continent le plus vaste derrière l'Asie. Alors pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, ce sont des sous-continents qui composent le continent global. Alors le premier donc représente 16% de la superficie mondiale, le second à peu près 12%. Alors en termes de la population, il abrite 1 milliard de personnes, c'est beaucoup plus, moins ou bien inférieur à l'Afrique ou bien à l'Inde. Donc réparti ainsi, une écrasante majorité au niveau de l'Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord. La densité, on remarque que c'est une densité un peu faible, 25 habitants par kilomètre, vu la superficie qui est gigantesque. Donc cette densité aussi se répartit d'une façon inégalitaire entre le continent de l'Amérique du Nord, le sous-continent de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La fécondité, les statistiques de 2010-2015, alors en Amérique du Nord, 1,85 enfants par femme, l'Amérique du Sud 2,03, total c'est 1,99, c'est-à-dire moins inférieur à 2,1, c'est-à-dire le minimum nécessaire pour le renouvellement de la génération. Alors on remarque que la fécondité est très faible dans l'Amérique du Nord par rapport à l'Amérique du Sud. Mais quand même ça reste une bonne performance par rapport par exemple à celle du continent africain. Alors en termes du PIB, alors 28 634 milliards de dollars en 2017, répartis ainsi, une écrasante majorité au niveau de l'Amérique du Nord et 4 000 milliards de dollars tout simplement au niveau de l'Amérique du Sud. Donc le PIB de l'Amérique du Nord est 6 fois plus élevé que celui de l'Amérique du Sud. Alors, pour les puissances, alors au niveau de l'Amérique du Nord, on a les États-Unis, la première puissance, 21 400 milliards de dollars pour le PIB, Canada, 10e, 1 700 milliards de dollars, Mexique, 15e, 1300 milliards de dollars. Par contre, pour l'Amérique du Sud, on a le Brésil, il est classé 8e, l'Argentine, 21e. Alors, pour le PIB par habitant, alors on remarque donc un écart très important. Alors, ce que touche une personne en Amérique latine est 4 ou bien 3 fois plus élevé que ce que touche une personne en Amérique du Sud. L'Amérique est confrontée à de nombreux risques naturels. Alors, le premier, c'est qu'il s'agisse d'une zone affectée par des séismes. Alors, comme vous le remarquez, tout au long donc des pays andins, en ce qui concerne aussi donc les États-Unis, le Mexique, le Canada. Alors, on remarque que cette zone est une zone beaucoup plus affectée par les séismes, d'autant plus aussi qu'il contient un ensemble des volcans qui sont très actifs. D'accord? Alors, de même, on remarque aussi que l'Amérique est très proche d'une ligne d'écartement des plaques. Alors, comme vous savez, selon la théorie de la tectonique des plaques chaque année
Donc, les plaques, chaque année, se mobilisent avec quelques centimètres. Alors, du coup, cela crée des tsunamis, cela crée aussi donc, des séismes au sein de la mer. Vous avez aussi une ligne de collision des plaques, alors donc entre deux grandes plaques, la plaque océanique et la plaque atlantique. Alors, cette situation engendre donc des ouragans, engendre des catastrophes naturelles, des cyclones qui touchent chaque année les États-Unis, Canada et les pays andins. Trois grands types d'événements meurtriers qu'on trouve au niveau des Amériques. Alors, il y a les événements météorologiques, il y a des cyclones, tempêtes, orages, donc les tornades. Vous avez aussi les événements hydrologiques, les inondations, glissements de terrain. Vous avez les événements climatologiques, températures extrêmes, sécheresse, incendies de forêt. Alors, prenons le cas par exemple des événements météorologiques. Alors, on a des cyclones qui se répètent chaque année dans les Caraïbes. Donc, vous remarquez par exemple l'ouragan Harvey, l'ouragan Irma, l'ouragan Maria. Donc, par exemple, l'ouragan Maria provient chaque année du 19 au 22 septembre. Il touche les pays, donc Porto Rico, Guadeloupe, Dominique. Alors, l'ouragan Irma du 6 au 14 septembre, Floride, Cuba, donc Saint-Martin. Donc, ce sont des pays qui sont généralement touchés par ces ouragans. Vous avez Harvey aussi, 25 août au 1er septembre. Alors, tout au long des côtes ouest américaines. Pour les événements hydrologiques, les inondations, les glissements de terre, alors comme vous pouvez le constater, donc les îles Pacifiques, bien le Pacifique et aussi donc le golfe du Mexique sont très touchés par ce genre donc, des phénomènes naturels. Alors les événements climatologiques, températures extrêmes, sécheresse, alors remarquez bien donc tout au long des côtes atlantiques des États-Unis, on remarque qu'il y a de la sécheresse, on remarque qu'il y a des problèmes liés à des incendies de forêt, on remarque qu'il y a des problèmes liés à l'augmentation de la température. Alors donc, ces catastrophes naturelles, ce sont devenues des catastrophes habituelles au niveau des... Alors je vous renvoie à ces deux vidéos qui vous donnent deux exemples des catastrophes naturelles aux États-Unis. Alors la première, c'est le tornade meurtrière aux États-Unis, donc au niveau donc de Kenchi. Il s'agit d'une vidéo du 12 décembre 2021. Pour le deuxième, l'ouragan Maria, donc au niveau donc des dégâts qu'elle a causés à Porto Rico en 2017. Euh, le continent américain, c'est aussi un continent de deux types de foyers. Alors, un foyer historique, ce qu'on appelle les Amérindiens, ou bien les autochtones, ou bien ce qu'avait Christophe Colomb avait appelé en 1491 les Indiens, en croyant qu'il est arrivé en Inde, alors qu'il est arrivé au Nouveau Monde. De même aussi, il s'agit d'un flux, d'un foyer d'immigration. Après la conquête de l'Amérique, les Européens, les Africains, les Asiatiques se sont déplacés pour y vivre. Alors on remarque donc une forte concentration des flux migratoires au niveau donc des côtes, soit donc dans le golfe des Guinée, soit dans l'Amérique centrale, ou bien aussi au niveau du Brésil. Alors cela est dû à la période coloniale qu'on va traiter après. Alors les autochtones aujourd'hui se sont situés dans des zones bien spécifiques au centre de l'Amérique latine, ou bien aux États-Unis, ou bien à l'extrême du Canada. Une, deux ou trois Amériques. Une question très importante, alors auquel on devrait toujours répondre. Est-ce qu'on a une, ou bien deux, ou bien trois Amériques? Alors, une ligne nord-sud ancienne, si on se réfère à la signification lorsqu'on parle du nord, dans le sens on parle des pays du nord et des pays du sud, c'est-à-dire des pays qui sont développés et des pays qui sont sous-développés, alors on remarque d'après la carte que on peut diviser les Amériques en deux grands ensembles. Il y a un ensemble développé qui se compose généralement de les États-Unis, Canada, Groenland. Alors, et un ensemble sous-développé, le reste, qui contient le Mexique, l'Amérique centrale
et l'Amérique latine. Alors, ces divisions semblent aujourd'hui contraster, ou bien donc semblent donc se répercuter aussi, ou bien semblent perdurer. Alors, comme vous pouvez le constater, si on compare aujourd'hui les deux ensembles en termes de PIB, alors on remarque que les États-Unis réalisent un PIB très élevé par rapport à l'ensemble de tous les pays de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Alors, quelle ère de civilisation? Alors aujourd'hui, la civilisation américaine est une civilisation métissée. Alors, on va en parler après. Alors, si on se réfère à la carte établie par Samuel Huntington en 1996, alors il considère que les Amériques, ou bien donc le continent américain, est dominé par deux grands types de civilisations. Il y a la civilisation occidentale ou judéo-chrétienne. Cette civilisation provient donc de la période coloniale. Et vous avez aussi une civilisation de l'Amérique latine et chrétienne, mais s'éloigne de la civilisation occidentale devant le nouveau des cultes, ou bien devant le renouveau des cultures indigènes. Donc c'est une civilisation qui est plus ou moins influencée par la civilisation européenne ou bien occidentale, mais aussi qui cherche encore à garder sa civilisation indigène. Je parle donc des anciennes civilisations de l'Amérique précolombienne. La carte de 1997, publiée par le français Yves Lacoste, en réponse donc à Huntington, a une autre vision de l'agencement du monde en 5 ensembles. Alors remarquez bien donc, pour Yves Lacoste, la culture de l'Amérique, ou bien donc des Amériques, c'est une culture purement occidentale qui comprend à la fois le continent américain, l'ensemble de l'Europe et l'Australie. Donc, c'est un élément commun entre ces trois ensembles et cette culture, comme je vous ai dit, qui s'inspire beaucoup plus de la culture européenne. Puisqu'on parle donc de la civilisation, alors on a intérêt à poser une question. Quelle place pour les peuples autochtones, ce qu'on appelle les Amérindiens? C'est leur appellation officielle, ils n'ont pas les Indiens. Alors, si on jette un coup d'œil sur cette carte qui décrit l'espace andin, ou bien ce qu'on appelle donc comme étant un réveil indien, alors on remarque donc que la part des Indiens dans la population de chaque État, alors on remarque une part très importante au niveau de la Bolivie, donc ça dépasse à peu près la moitié de la population. Une part moins importante au niveau du Pérou, au niveau de l'Équateur. Alors aussi une part importante au niveau donc de Guatemala. Le reste de tout le continent a une part moins, ou bien très moins, très moins importante. Alors je parle de la part en Brésil, dans Venezuela, la Colombie, le Mexique. Alors le nombre d'Indiens par État ne dépasse pas par exemple en Pérou où il y a une forte concentration, bien la Bolivie où il y a une forte concentration, donc 10 millions de personnes. En Pérou, c'est 15 millions de personnes. Au Mexique aussi, c'est à peu près 15 millions. Par contre, en Colombie, au Panama, au Costa Rica, au Venezuela, au Brésil, au Paraguay, des parts qui sont très très faibles. Alors donc, cela est dû aux vagues donc, de colonisation donc, des Européens qui ont éliminé, qui ont éradiqué les populations autochtones. Alors, on revient toujours à la question qu'on a déjà posée, une, deux ou trois Amériques. Alors, on constate que les Amériques sont inégalement développées. Alors, on parle d'une Amérique du Nord et une Amérique du Sud. Si on se réfère Nord-Sud, logique développement. Alors, si on change de vision, la culture, on parle d'une Amérique anglo-saxonne et une Amérique latine. Anglo-saxon, c'est-à-dire la partie des Amériques qui a été colonisée par les Britanniques. Amérique latine, la partie des Amériques colonisée par les Espagnols, les Français et les Portugais. Alors, si on se réfère aux ensembles régionaux, alors on constate qu'on a deux grands ensembles régionaux. Il y a ce qu'on appelle l'ALENA, donc Association de libre-échange nord-américaine, qui réunit les États-Unis, Canada et Mexique. Et vous avez le Mercosur, donc l'ensemble des pays de l'Amérique latine qui sont regroupés donc
dans cet ensemble régional. Le Mexique, Amérique du Nord ou Amérique centrale. Alors, déjà, on a fixé, ou bien si on se limite, donc on a dit que le Mexique est un pays donc, de l'Amérique du Sud, si le Sud désigne logique de développement. Toutefois, il y a certains aussi qui l'intègrent au niveau de l'Amérique centrale. Alors, si on se réfère à la définition des Nations Unies, le Mexique est considéré comme étant un pays de l'Amérique centrale. Par contre, les Mexicains eux-mêmes alors, croient qu'il appartient à l'Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que, vu leur proximité du territoire américain, vu les avantages qu'ils génèrent donc de ces longues frontières avec les États-Unis. Alors, si on se réfère à la logique nord-sud, la logique géographique, donc le Mexique est un pays de l'Amérique du Nord, d'accord? Alors, par contre, le reste, c'est l'Amérique du Sud. Bilan alors, trois Amériques au niveau géographique. On parle de l'Amérique du Nord, on parle de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Au niveau culturel et économique, on a deux grands blocs. On a l'Amérique du Nord, donc bien ce qu'on appelle l'Amérique anglo-saxonne, et l'Amérique latine. Et au niveau économique, on a deux grands blocs. On a l'Amérique du Nord développée et l'Amérique du Sud sous-développée. De même, l'Amérique du Nord abrite une puissance dominante qui a une forte, bien une large zone d'influence, ou bien sa zone d'influence s'étend sur tout le continent, on parle des États-Unis. L'Amérique latine abrite une puissance émergente dont sa zone d'influence se limite à tout ce qui est Amérique du Sud. De même aussi, Nord-Sud, ça reflète ces inégalités de développement, un Nord qui est développé, un Sud qui est sous-développé. Alors entre les deux, il y a des flux Nord-Sud, immigration, trafic de drogue, des investissements. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Si déjà donc il y a ce qu'on appelle un centre et une périphérie. Les autres termes géographiques concernant les régions des Amériques. Alors on a l'habitude de désigner cette région par plusieurs termes. Alors aujourd'hui, on va essayer donc de vous expliquer les plus importants, ou les plus utilisés. Alors le premier, on parle donc du Mix America. C'est donc un acronyme, ou bien donc c'est un néologisme donc, créé par un certain donc Garot, qui désigne une région qui s'étend sur les États-Unis du sud-ouest des États-Unis et sur le Mexique. Alors on parle donc de cette région-là, une région frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Alors quelle est la particularité de cette région? C'est que c'est une région qui parle la langue espagnole. Alors cette région, il se caractérise par l'usage de la langue espagnole par ses habitants, par des caractéristiques géographiques et une interdépendance économique. Alors, comme vous le remarquez, au niveau de cette carte, la présence mexicaine aux États-Unis, alors vous remarquez que toute cette partie-là du territoire américain contient une partie plus ou moins faible ou bien très importante des Mexicains qui parlent la langue espagnole. Alors, d'où le terme Mix America. Un autre terme, c'est ce qu'on appelle l'Amérique andine. Il est constitué par des États situés en partie sur la cordillère des Andes. On parle alors donc de la Colombie, on parle donc de l'Équateur, on parle du Pérou, on parle donc de la Bolivie, Chili, Venezuela et Argentine. Alors donc cette zone, c'est la zone donc des montagnes des Andes. Troisième concept, celui de la Méditerranée américaine. Alors il s'agit de la mer composée de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique, dont l'échange d'eau avec l'Atlantique est limité. Cette zone est fortement influencée par les États-Unis, ou bien les États-Unis la considèrent comme étant son arrière-cour. Il englobe donc Cuba, il englobe donc Haïti, il englobe Porto Rico, il englobe l'ensemble des îles, bien ce qu'on appelle les Antilles.
Le camp sud, en espagnol cono sur, en portugais con sol, est une expression apparue dans les années 1960 et qui désigne la zone d'Amérique du Sud la plus australe du continent, située au sud du tropique du Capricorne. Il forme un grand triangle quasiment comme une grande péninsule. La caractéristique principale de cette région est la très forte présence des descendants d'Européens, ce qu'on appelle les créoles, principalement les Espagnols, les Portugais, les Italiens et les Allemands, fruits des courants migratoires en provenance d'Europe jusqu'au milieu du XXe siècle. Par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud, l'influence culturelle européenne demeure beaucoup plus marquée dans les pays du camp sud. Les pays du camp sud ont tous un niveau de développement considéré comme élevé par l'Organisation des Nations Unies. Ces pays ont également les PIB par habitant les plus élevés d'Amérique du Sud et correspondent au centre économique du Mercosur. Alors on parle généralement donc du Brésil, on parle de l'Argentine, on parle du Chili, d'accord. Alors voilà donc ce qu'on appelle le camp sud. L'Amérique du Sud ou bien l'Amérique latine, on a déjà dit que le sud c'est par rapport à la logique du développement. L'Amérique latine, c'est cette partie des Amériques qui parle les langues latines. Je parle beaucoup plus de la langue portugaise, je parle de la langue espagnole, avec une présence très faible de la langue française. Donc, il englobe géographiquement parlant l'Amérique centrale, le Mexique et l'Amérique du Sud. Donc, Sud, c'est par rapport au développement, latine, c'est par rapport à la culture. Sixième concept, c'est l'Arctique. Alors, l'Arctique est la région entourant le pôle du Nord. Le pôle du Nord donc de la Terre, à l'intérieur et au bord du cercle polaire arctique. Il s'oppose à l'Antarctique au sud. Selon ces définitions, l'Arctique comprend 8 pays bordant l'océan Arctique. Il s'agit alors donc du Canada, les États-Unis à travers l'Alaska, vous avez la Russie, vous avez Norvège, vous avez donc Danemark à travers Greenland et vous avez l'Islande. Ils ont réussi, ou bien ils ont aussi en commun d'être régulièrement le théâtre d'aurores boréales. Ces 8 pays forment le Conseil arctique. Aujourd'hui, ces 8 pays disputent le contrôle et le partage du pôle arctique. La route polaire, ou bien ce qu'on appelle la route maritime du Nord, est une route polaire qui relie les océans Atlantique et Pacifique. Voilà donc l'océan Atlantique, voilà l'océan Pacifique. Alors cette route permet donc de raccourcir le délai en passant par le pôle arctique pour rejoindre l'océan Pacifique. Alors cette route passe à travers donc les zones économiques exclusives d'un ensemble des pays jusqu'au détroit de Bering pour accéder à l'océan Pacifique. C'est l'une des 3 routes de l'Arctique avec le passage du nord-ouest qui traverse les îles canadiennes. Alors voilà donc les îles canadiennes et la route transpolaire qui longe le pôle du Nord. Il est situé dans la zone économique exclusive de la Russie où se trouvent donc d'importantes réserves naturelles de pétrole. Alors voilà donc la Russie. Alors voilà donc la zone la plus riche en termes donc du gaz, du pétrole et minerais. La route maritime du Nord, aussi appelée passage du Nord-Est, est au centre de toutes les attentions ces dernières années en raison du réchauffement climatique. En effet, la fonte des glaces rend cette route accessible à la navigation maritime au-delà de la raison estivale. Selon les prévisions des scientifiques, elle devrait être accessible à la navigation toute l'année pour des navires non équipés de brise-glace
d'ici 2050. Alors, l'Amérique septentrionale, bien Northern America, c'est cette région qui se compose de l'extrême nord du nord américain, ou bien donc la région de l'extrême nord. Alors, il regroupe les États-Unis, Canada, et vous avez aussi donc trois dépendances. Vous avez Bermude, lié à la Grande-Bretagne, vous avez Groenland, lié au Danemark, et vous avez l'île de Saint-Pierre et Miquelon, liée à la France. L'évolution de la place des États-Unis de Roosevelt à Biden. Alors, quelques origines idéologiques pour bien comprendre la présence des Américains au niveau de l'Amérique. Alors, premier élément, on parle d'un certain exceptionnalisme. Ça provient du terme exceptionnel. Alors, les Américains se voient comme uniques et un modèle à copier. Alors, les Américains sont viscéralement attachés à l'idée que leur pays est une nation différente des autres, voire exceptionnelle. Et peu importe si la création du Nouveau Monde devrait passer par le massacre des tribus indiennes et l'esclavage du noir. Comme on disait toujours, la fin justifie les moyens. Alors, le mythe s'accommodera de ces petits arrangements avec la vérité dans la quête de son noble objectif qui ancre l'histoire de ce pays dans une dimension sacrée. John Winthrop, gouverneur du Massachusetts au XVIIe siècle, aura cette phrase célèbre. Alors, il a dit que "Where a city open or hell, the eyes of the whole people are open as." Alors, si je le traduis, alors nous sommes une cité sur la colline, le monde entier a les yeux tournés vers nous. C'est en vertu du même mythe de l'exceptionnalisme américain que George W. Bush s'adressera à ses compatriotes après les attentats du 11 septembre 2001 en disant "America was targeted for attack because we are the brightest beacon for freedom and opportunities in the world, and no one will keep that light from shining." C'est-à-dire, l'Amérique a été prise pour cible parce que c'est elle qui guide le reste du monde et ouvre la voie vers la liberté et l'accomplissement de soi. Et personne ne parviendra à empêcher cette lumière de briller. Et Obama disait aussi en 2009 "Our founding principles are the ideas that still light the world." C'est-à-dire, nos principes fondateurs sont les idiots qui continuent d'inspirer le monde entier. Alors, ce mécanisme donc de l'exceptionnalisme se nourrit du père fondateur de la démocratie américaine, Alexis de Tocqueville, que je vous laisse découvrir sa vie et ses principes fondamentaux dans cette vidéo qui s'intitule "De la démocratie en Amérique" de Tocqueville. Deuxième principe, le messianisme. Alors les États-Unis se considèrent comme le messie du Dieu, c'est-à-dire l'envoyé spécial du Dieu sur Terre pour diffuser les principes de la démocratie occidentale et surtout les principes de la liberté. Donc ils se considèrent comme étant l'empire de la liberté. Alors vous l'avez comme vous le voyez sur cette image-là. Donc c'est une image dessinée en 1972. Alors comme vous le voyez, vous avez donc la conquête de l'Ouest. Alors donc on va voir qu'ici donc il y a un personnage mythique qui porte donc la Bible, ou bien qui porte donc la Bible donc et qui diffuse des valeurs de la liberté. Alors comme vous voyez, donc il y a des Indiens qui s'enfuient, il y a l'obscurité, et ce sont donc ces Américains qui sont porteurs de la liberté, bien ce qu'on appelait donc le mouvement de la conquête vers l'Ouest. Alors cela se traduit dans beaucoup plus donc des déclarations des présidents, des sénateurs américains. Alors comme vous le voyez, donc un certain Jesse Helms, donc c'est un homme politique américain, sénateur de Caroline du Nord de 1973 à 2003. Alors il disait en 1996 que les États-Unis doivent diriger le monde.
Alors remarquez bien le terme qu'il utilise, doivent, donc c'est une obligation. Donc les États-Unis, il est né, il n'a pas de choix, il devrait dominer, il devrait gouverner le monde en portant le flambeau moral, politique et militaire du droit et de la force et servir d'exemple à tous les peuples. Alors donc remarquez bien le terme flambeau moral, donc c'est question donc de lutte contre l'obscurité, donc morale, politique et militaire. Donc ici on peut même aller recourir à la force, donc le militaire pour aller diffuser les principes de la liberté et de la démocratie à l'américaine. D'accord? Alors, Georges, il devrait donc servir aussi d'exemple à tous les pays. Ça revient à l'idée donc de l'exceptionnalisme que les États-Unis, c'est un modèle pour les pays du monde. Alors, George Bush, le fils, qui était président des États-Unis pour 2 mandats, alors déclarait en 1999 que l'un de nos objectifs clés doit être de protéger l'influence pacifique américaine à travers le monde et à travers le temps. Alors remarquez bien donc, protéger l'influence américaine, c'est une influence qui est qualifiée de pacifique, alors que sa période n'a guère le liaison avec tout ce qui est pacifique, parce que les 2 mandats de Bush, où il y avait donc les 2 guerres en Afghanistan, il y avait donc il y avait en Afghanistan et en Irak, il y avait aussi les attentats du 11 septembre. Mais attention, s'il vous plaît, donc ils vous disent que on devrait donc diffuser, protéger cette influence dans le monde et à travers le temps. Donc c'est une puissance à l'échelle globale et c'est une puissance éternelle. Troisième principe fondamental, c'est ce qu'on appelle manifeste destinée ou bien la destinée manifeste. Alors, selon les teneurs de ce principe, les États-Unis, il a une mission divine. Cette mission, elle est octroyée par la Providence de s'étendre et de répandre par la conquête, s'il le faut, la démocratie et la liberté. Alors ce concept a été utilisé pour la première fois par un certain John O'Sullivan. C'est un journaliste et homme politique américain mort au 19e siècle. Alors c'est celui qui a parlé pour la première fois de cette destinée manifeste des États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis ont été créés pour assurer un certain destin pour le monde. D'accord? Alors, ce manifeste Destiny fait que les Américains sont convaincus d'être le peuple élu par Dieu qui échoue à la mission de répandre un certain idéal et une certaine civilisation dans le monde. L'Amérique étant, attention l'Amérique ici dans le sens des États-Unis, l'Amérique étant une expérience unique, exceptionnelle, un véritable laboratoire du progrès, créé de toutes pièces. Le modèle, ainsi obtenu, est perçu comme le meilleur au monde et les Américains ont le devoir moral d'en faire bénéficier le reste de la planète. Telle est leur destinée manifeste. L'expression, comme je vous ai dit, est créée par ce journaliste en 19e siècle, donc il s'expliquera d'abord uniquement au territoire américain, manière pour les nouveaux colons de légitimer leur conquête de nouveaux territoires toujours plus à l'ouest du pays. C'est-à-dire, vu que ces territoires souffrent d'un manque de liberté, un manque de liberté plutôt, ou bien un manque donc de démocratie, donc cela rend légitime notre intervention, je parle des Américains, afin donc de leur apporter ces valeurs. Elle sera par la suite étendue au reste du monde, servant à justifier toutes les manifestations de l'impérialisme américain à l'extérieur des frontières. Donc cela semble s'exprimer ou bien donc se vérifier dans la déclaration donc de Madeleine Albright. C'était donc l'ancien secrétaire des Affaires étrangères américain qui, en répondant à la question de ces journalistes, est the United States still the indispensable nation? Alors je vous laisse découvrir sa réponse, je vous laisse découvrir comment Madeleine Albright justifie aussi que les États-Unis demeurent encore une nation indispensable à l'échelle mondiale. C'est-à-dire on ne peut pas s'en dépasser. Quatrième et dernier principe, la notion de melting pot, ou bien le creuset. Alors, les États-Unis se considèrent comme étant
le brassage d'individus de races différentes et d'origines différentes sur le territoire américain, ce qui engendre un homme entièrement nouveau, ce qu'on a l'habitude d'appeler l'Homo americanus. Donc les États-Unis, c'est une fusion d'un ensemble des races. Il y a donc les autochtones, il y a les Portugais, il y a les Français, il y a les Britanniques, il y a les Asiatiques, il y a les Africains, donc la race noire, tout cela, donc il y a les Latino-Américains, tout cela se fusionne dans une seule race hein, qui distingue les États-Unis par rapport au reste du monde. Donc, on considère que les États-Unis, c'est une véritable mosaïque religieuse, ou bien mosaïque linguistique. Alors, cela me rappelle donc ce qui a été dit par un Français au XVIIIe siècle, ou bien un fermier français qui exprimait au XVIIIe siècle l'idée suivante. Il s'appelle donc un certain John de Crèvecoeur. Il disait que her individual of all nations are melted into a new race of men. Alors, c'est-à-dire, donc, je répète, donc, her individual all of nations are melted into a new race of men. Ici, c'est-à-dire, ici, des individus de toutes les nations se fondent pour former une nouvelle race d'hommes. La devise américaine n'est-elle pas pluribus unum, c'est-à-dire de la diversité naît l'unité. Alors comme vous le voyez, cette devise, donc aujourd'hui, elle figure sur le grand sceau des États-Unis. Alors voilà, donc c'est une expression latine qui intitule que de la diversité naît l'unité. La réalité est bien sûr différente de cette image, essentiellement parce que l'Amérique est un pays de souche avant tout européen. C'est vrai, donc aujourd'hui il y a une part très importante des Européens. Les premiers colons étaient dans leur grande majorité de race blanche et originaires d'Europe du Nord. On leur donnera le nom de WASP, ou bien ce qu'on appelle les White Anglo-Saxon Protestants. Donc rapidement devenu la norme, le WASP est encore aujourd'hui le point de référence auquel tout Américain potentiel s'identifie ou s'oppose. La culture anglo-saxonne a donc toujours prédominé sous le masque de l'uniformisation du melting pot. L'assimilation s'est faite au prix de l'acceptation de normes culturelles établies par ces premiers colons. Si l'assimilation a fonctionné jusqu'au début du XXe siècle, non, sans tension. Toutefois, entre la société d'accueil et les nouveaux venus, il n'en va plus de même aujourd'hui. De nombreux groupes ont en effet tendance à récuser le concept même du melting pot et à mettre en avant celui du pluralisme culturel, ce qu'on appelle le multiculturalisme, selon lequel toutes les cultures présentes sur le sol américain, attention je parle toujours du sol des États-Unis, ont eu la même importance dans l'identification d'une culture commune et devraient par conséquent être mises sur un pied d'égalité et reconnues au même titre que la culture d'origine européenne. Les États-Unis de ce début du siècle s'apparentent de plus en plus à une gigantesque mosaïque ou à une sorte de Macédoine, pour reprendre le terme fréquemment employé de salade bowl, c'est-à-dire donc une salade qui contient différents ingrédients, chaque groupe ethnique souhaitant conserver ses caractéristiques propres. Les implications de ce mouvement d'opinion sont immenses, notamment dans le domaine éducatif où l'ethnocentrisme et le rejet de la culture européenne qualifiée d'impérialisme font de nombreux adeptes, surtout parmi les populations noires et hispaniques. Le bilinguisme, surtout avec l'espagnol, existe ainsi dans de nombreux États et un territoire d'entre eux, en réaction, ont voté une loi faisant de l'anglais la langue officielle. On ne peut pas, on ne naît pas du tout, on le devient. Americanism is a matter of the mind and of the heart. Bien of the heart. Donc, comme disait donc le président Ronald Franklin Roosevelt, Americanism is a matter of the mind and the heart.
Alors, ces devises, donc, aujourd'hui, semblent se réaliser. Cette devise fut considérée comme la devise des États-Unis jusqu'en 1956, quand le Congrès des États-Unis passa une loi donc ce qu'on appelle la résolution 396, adoptant le slogan aujourd'hui, sur lequel aujourd'hui les présidents américains jurent lors donc de la cérémonie de nomination. Alors il disait que In God we trust, donc ce sera le slogan des présidents américains depuis 1956, en Dieu, nous croyons, comme devise officielle. Il continue néanmoins, comme je vous ai dit, de figurer sur les pièces des États-Unis, alors comme vous le voyez sur ces devises américaines. Alors, toujours dans le cadre donc d'analyser l'impact ou bien donc l'influence des États-Unis, de Roosevelt à Biden sur les Amériques. Alors, on va traiter dans ce diapo l'impact donc du modèle américain. Alors, c'est un modèle qui évolue. Alors, on va parler des évolutions internes et des évolutions externes. Alors, en ce qui concerne des révolutions internes, on va signaler deux éléments très importants. Le premier concerne le rêve américain ou bien la poursuite du rêve américain, ou bien ce qu'on appelle American Dream. Deuxième élément, c'est celui donc du GAFAM ou bien le succès des grands géants du net à l'échelle mondiale, Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Alors ces géants aujourd'hui sont devenus un pilier fondamental du hard puissance ou bien donc du hard power américain. Alors, Question internationale les a consacrés son tout dernier numéro à propos du GAFAM. Donc, le titre, ce sont les GAFAM, une histoire américaine. Je vais vous partager quelques extraits donc, de cette revue qui analyse donc l'influence donc, de ces géants du net à l'échelle mondiale et comment sont utilisés aujourd'hui par les Américains ou bien par les États-Unis pour influencer le monde. D'ailleurs, je vous invite à suivre cette vidéo publiée sur lumini.fr, alors qui analyse le rôle des États face aux GAFAM. Revenons donc au premier élément, c'est celui donc du rêve américain. Peut-être vous avez déjà entendu dire par cette expression American Dream. Donc c'est une expression inventée par l'historien américain Truslow Adams, le voilà, d'accord, dans son ouvrage The Peak of America, publié en 1931. L'expression du rêve américain dans son dépine bien une image idyllique de l'histoire américaine et des Américains. Il y décrivait notamment ce rêve selon lequel le territoire américain offrait une vie meilleure pour tous, avec des opportunités pour chacun. Partant de rien, un simple citoyen lambda pouvait arriver à faire fortune aux États-Unis, le pays de tous les possibles. C'est l'exemple donc des investisseurs, ou bien donc des entrepreneurs américains qui sont partis du rien. Aujourd'hui, ce sont devenus des archi-milliardaires. Vous avez l'exemple de Mark Zuckerberg, vous avez donc l'exemple donc du fondateur de Apple. Donc ces entrepreneurs se sont partis du rien, se sont partis de peu de moyens pour devenir aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc des archi-milliardaires à l'échelle mondiale. Alors, partant de rien, comme je vous ai dit, un simple citoyen lambda pouvait arriver à faire fortune sur le territoire américain. C'est le pays de tous les possibles. Donc, c'est cette image aujourd'hui qui est véhiculée par les États-Unis à l'échelle mondiale et qui laisse dire que le territoire américain, c'est un territoire attractif. Aujourd'hui, les citoyens, ou bien donc tout le monde, rêvait de rejoindre les États-Unis afin d'y vivre, afin d'y travailler. Donc c'est là où vous pouvez réaliser votre rêve, c'est là où vous pouvez donc réaliser votre besoin d'accomplissement. Alors on l'a remarqué, les vagues d'immigration chaque année qui arrivent aux États-Unis. Aujourd'hui, le rêve de chacun de nous, c'est d'aller vivre au pays de l'oncle Sam. D'accord? Alors, son idée était donc de dire que peu importe la position sociale à laquelle on appartient
ou le lieu dans lequel on est né. Aux États-Unis, chacun peut atteindre le sommet si l'on donne les moyens. Aujourd'hui, cette expression est factuellement plus qu'un mythe américain. Il est inscrit dans la déclaration d'indépendance, oui, donc des États-Unis, en disant: nous considérons que ces vérités sont évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux, qu'ils ont été dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables qui sont notamment la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Alors vous remarquez bien donc, la poursuite du bonheur, cela indique cette expression, bien ça reflète cette expression du bonheur, donc du rêve américain, c'est-à-dire donc si vous voulez réaliser votre bonheur, venez vivre sur le territoire américain et on va garantir le fait donc d'y arriver. Alors, toutefois, cette notion, alors remarquez bien donc ce qui véhicule aujourd'hui cette notion du rêve américain, c'est le statut de la liberté aux États-Unis, donc ou bien à la ville de New York. Aujourd'hui, c'est le symbole de la liberté, c'est le symbole d'American Dream. Alors aujourd'hui, il y a certains qui nuancent ce rêve américain. Donc certains parlent donc d'une disparition, bien donc the American Dream is over. D'autres parlent donc d'un nouveau rêve américain, c'est-à-dire la fin donc de l'Amérique blanche et la montée en puissance de l'Amérique noire. Ce sentiment aujourd'hui se nourrit ipso facto donc de la réalité de certains Américains qui vivaient aujourd'hui dans la pauvreté, comme vous le remarquez sur cette image. Le monsieur donc est allongé en plein milieu de la rue et donc il est donc est allongé il est allongé en plein milieu de la rue. Donc remarquez bien, donc comme on dit, là où il vit, les conditions où il vit, et pourtant, hein, donc il utilise bien donc un drap qui porte le drapeau américain. Donc ce sentiment aujourd'hui est plus ou moins nourri aux États-Unis par l'arrivée au pouvoir du premier noir à l'histoire américaine, donc à devenir un président des États-Unis. Je parle ainsi de Barack Obama, qui est un enfant du rêve américain et donc un témoin de sa possibilité de réalisation. Cette formule American Dream est tellement devenue un concept qu'elle se trouve dans de nombreux dictionnaires. Or, puisque son père est kenyan, Obama atteste que le rêve américain n'est pas réservé aux immigrants venus d'Europe, mais qu'elle est aussi accessible aux immigrants venus d'Afrique. En conséquence, l'élection de Barack Obama a accru la mondialisation du rêve américain au moment même où les États-Unis faisaient l'objet d'un fort rejet dans le monde. Le jour férié décrété au Kenya pour marquer la victoire de Barack Obama, alors remarquez donc les Kenyans aujourd'hui célèbrent chaque année le jour où Barack Obama est arrivé au pouvoir. D'accord? Alors donc, ils célèbrent donc pour marquer la victoire de Barack Obama, symbolise tout particulièrement cette mondialisation, car l'Afrique s'est trouvée galvanisée par cette élection historique. En outre, parce qu'il témoigne aussi donc du triomphe de la démocratie, le succès de Barack Obama offre un saisissant contraste avec nombre de dictatures ou de potentats africains, souvent plus attachés à la préservation de leur pouvoir qu'à la recherche d'un bien commun de leur population, comme en témoignent les multiples décisions dont le seul objet consiste à prolonger le pouvoir des mêmes. Toujours dans le cadre donc, des évolutions internes des États-Unis, on voit en 2016 l'arrivée au pouvoir du 45e président qui n'est pas comme les autres. Vous le connaissez tous, il s'agit donc de Donald Trump. Alors ce président, bien ce fameux président, est beaucoup plus connu par sa philosophie, par son idéologie. Alors c'est la raison pour laquelle on peut se poser la question: quel sens a donné l'élection de Donald Trump au président américain? Pour qui? Quel progrès? N'a-t-il pas mis fin à l'hégémonie américaine? Michel Lodier parlait d'une triste Amérique, le vrai visage donc des États-Unis. D'autres parlaient donc
d'une certaine nouvelle idéologie qu'ils appelaient le trumpisme, à l'instar de François-Emmanuel Bouchet dans son récent ouvrage. Il analysait donc l'idéologie trumpiste. Mais attention, Trump, c'est qui? Quelle est son idéologie? Alors il y a certains qui disaient que c'est un populiste, alors un terme qui est apparu sur la scène internationale fortement ces dernières années, et il désigne une approche politique qui a tendance à opposer le peuple aux élites politiques, économiques ou médiatiques, le sentiment que le peuple est exclu de l'exercice d'un pouvoir par ailleurs coupé des réalités, même dans une démocratie représentative émanant d'élections démocratiques, est à l'origine du populisme de gauche et de sa variante ouvertiste, comme du populisme de droite, souvent utilisé à partir des années 80 dans un sens péjoratif pour discréditer les adversaires politiques en les soupçonnant d'être activistes, démagogiques ou de préconiser des solutions simplistes. Le populisme avait pris des formes variées dès le XIXe siècle, en Europe comme aux États-Unis, puis dans le monde, puis a été relancé à la fin du siècle suivant par un contexte de la mondialisation dont les élites sous-voient, attribuent les responsabilités en étant parfois accusées de mépris de classe. Cependant, la pertinence de l'utilisation du mot populisme et sa définition sont toujours source de débat. Alors pour approfondir la notion du populisme, je vous invite à visualiser cette vidéo qui s'intitule Vous avez dit populisme. Il vous décrit donc la notion, son évolution. Alors pour distinguer le populisme du trumpisme, je vous invite donc à visualiser la deuxième vidéo qui s'intitule Monde après Trump, y a-t-il un avenir encore pour le trumpisme? Alors, comme aux États-Unis en 2016, avec l'arrivée au pouvoir donc, de Donald Trump, les mouvements populistes semblent envahir le monde. Alors, vous avez une carte qui retrace le populisme dans le monde entier. Alors, si on élimine des États ipso facto qui détiennent ou bien qui ont été conçus selon cette logique, on parle d'un populisme d'État, c'est-à-dire l'État, c'est généralement le genre du pouvoir démocrature, c'est-à-dire donc une démocratie ou bien une autorité couverte par la démocratie. Je donne l'exemple de la Russie, de Vladimir Poutine, la Slovaquie de Robert Fico, l'Autriche, plutôt la Slovaquie, donc vous avez aussi donc la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, vous avez Venezuela de Nicolas Maduro. D'autres formes de populisme se sont apparues. On parle par exemple de nationalo-populisme, c'est-à-dire des dirigeants populistes qui sont là pour défendre le nationalisme étatique. Donc qu'il s'agisse du nationalisme d'un pays, qu'il s'agisse donc d'un nationalisme de droite, de gauche, bien d'autres formes. Par exemple, droite, avec Donald Trump aux États-Unis, avec Jair Bolsonaro au Brésil, en Inde avec Modi, Narendra Modi. Vous avez aussi donc au niveau de l'Autriche, au niveau de la Slovaquie, on parle donc d'un certain national-populisme de droite. Comme on peut avoir aussi du populisme de gauche. Alors vous avez par exemple en Grèce avec Syriza, vous avez l'Espagne avec Podemos, vous avez la France avec Insoumise, donc vous avez la Bolivie, Evo Morales, c'est du populisme issu donc de l'extrême droite. D'autres formes de populisme qui ne sont ni de droite ni de gauche, on peut parler donc d'un populisme du milieu. Alors vous avez en Indonésie, Powerbo donc Subiziano, vous avez en Thaïlande les chemises rouges, vous avez par exemple en Italie avec la Ligue du Nord ou bien le mouvement du 5 étoiles. Alors, d'autant plus, si on n'est pas du tout arrivé au pouvoir,
Mais aujourd'hui aussi, on constate la montée en puissance, malgré qu'ils ne peuvent pas, ou bien qu'ils ne sont pas du tout au pouvoir aujourd'hui, la montée en puissance donc de ce genre de partis politiques qu'on appelle les partis populistes. Alors on le voit par exemple avec des partis d'extrême droite populistes qui gagnent en puissance. Vous avez par exemple aux Pays-Bas avec Geert Wilders. Vous avez par exemple avec la Belgique, Vlaamos Belang. Vous avez aussi donc la France, le Rassemblement national. Vous avez donc aussi en Allemagne avec l'AfD. De même, on constate, vous avez en Côte d'Ivoire, Jeunes Patriotes. Donc aussi, vous avez aussi des partis nationaux populistes, des droites ou bien des conservateurs en Afrique du Sud, Freedom Front Place. Vous avez aussi donc au Royaume-Uni, l'UKIP. Vous avez aussi donc en Australie, One Nation. Vous avez du populisme de gauche aussi qui monte au pouvoir, bien qui gagne donc en termes de puissance, donc en France. Autre mouvement populiste, donc réparti à travers le monde. Alors pour faire le tour du monde du populisme, je vous invite à lire l'article qui s'intitule Le populisme, le tour du monde, sous le lien donc sous le lien du texte. 2021, l'arrivée du 46e président américain Joe Biden, après la défaite inattendue et insupportable pour Donald Trump, donc de ce dernier. Alors, devant de Joe Biden, plusieurs défis. Courrier international, dans sa dernière édition hors série, parle des fractures de l'Amérique. Il posait une question cruciale. Est-ce que le président Joe Biden pourrait-il résoudre donc la société américaine? Alors, la société américaine aujourd'hui semble donc souffrir de plusieurs problèmes internes. Deux très importants et qui ont un petit peu bouleversé la vie politique américaine. Alors, si on met de côté tout ce qui est donc la crise du coronavirus et comment elle a été gérée par Donald Trump, deux fléaux restent aujourd'hui, ou bien deux sujets restent aujourd'hui très inquiétants pour la société américaine. Le premier, c'est la violence, ou bien les violences policières aux États-Unis, surtout contre les Noirs. Alors, pour découvrir donc les enjeux donc, de cette violence, je vous invite à lire cette vidéo, la violence policière aux États-Unis. Le deuxième, c'est celui donc des armes à feu qui sont aujourd'hui disponibles, qu'on peut acheter facilement et qui sont mis à la disposition de tout le monde au niveau des États-Unis. Cette question dont Donald Trump s'est enfui pour la résoudre, sachant bien que plusieurs événements avaient lieu aux États-Unis, plusieurs enfants ont ouvert le feu sur leurs enseignants, l'école, donc leurs parents, la famille, donc des amis. Alors cela donc a créé tout un débat aux États-Unis. Est-ce que le moment ou jamais de réglementer le port des armes aux États-Unis? Alors je vous laisse découvrir ces deux fléaux, ou bien ce fléau-là, à travers cette vidéo, les États-Unis, le fléau des armes à feu. Passons maintenant aux évolutions externes, toujours dans le cadre de l'analyse de l'évolution et place des États-Unis de Roosevelt à Biden. Alors la question, donc l'évolution interne, porte surtout sur la notion de la puissance, ou bien l'hyperpuissance. C'est-à-dire, les États-Unis demeurent-ils aujourd'hui encore une hyperpuissance? Alors, ou bien, donc, la vérification, bien donc, est-ce que cette théorie encore du centre-périphérie aujourd'hui applicable, ou bien donc, est-ce qu'il est vérifié en Amérique latine face à la montée en puissance d'un ensemble des pays émergents comme le Brésil, l'Argentine? Donc les États-Unis aujourd'hui demeurent ou bien considèrent encore comme étant un centre, et l'Amérique latine, ou bien l'Amérique centrale est considérée comme une périphérie. Alors les données que nous avons nous montrent que aujourd'hui, en 2021, cette notion de centre-périphérie semble encore vérifiée. Alors si on jette un coup d'œil sur le PIB par habitant en 2021,
en dollars de parité de pouvoir d'achat et le PIB par État en milliards de dollars courants. Alors on constate que les États-Unis demeurent encore la première puissance économique avec plus de 3 000 milliards de dollars. Donc si on le compare avec l'Amérique latine, alors remarquez bien donc l'écart flagrant en termes de PIB par habitant. D'autant plus aussi, alors pour le PIB par habitant, les États-Unis et le Canada demeurent aussi les pays qui ont le PIB plus habitant le plus élevé, avec plus de 40 000. D'autant plus que le Brésil, le Pérou, le Mexique ont un PIB entre 6 000 à 15 000. Vous avez le Chili, l'Uruguay ont un PIB de 15 000 à 40 000. Alors, les autres pays, la Colombie, le Guatemala, Salvador, Costa Rica, donc la Bolivie, ont des PIB qui sont très faibles, de 2500 à 6000. Donc, ce modèle semble encore aujourd'hui se vérifier. Les relations entre l'Amérique latine et les États-Unis, entre normalisation et cristallisation. Normalisation de quoi? Il s'agit de la normalisation des relations entre les États-Unis et les pays de l'Amérique latine. Le symbole de cette normalisation, c'est Cuba. Alors, Barack Obama a ouvert un nouveau chapitre avec le peuple cubain dans un discours prononcé d'une quinzaine de minutes à la Maison-Blanche le mercredi 17 décembre 2014. Le président Barack Obama s'est engagé à examiner avec le Congrès américain la levée de l'embargo sur Cuba depuis un demi-siècle par les États-Unis contre Cuba. Il s'agit alors d'un rapprochement historique depuis la fin, bien depuis donc la guerre froide, bien depuis le début de la guerre froide. L'isolement du Cuba n'a pas fonctionné, a expliqué Barack Obama. S'agit-il alors d'une connaissance ou bien d'une reconnaissance de la défaite américaine ou bien s'agit-il donc d'une ouverture, d'une nouvelle page entre les États-Unis et Cuba? Puis, il s'est adressé aux Cubains en espagnol en prononçant sa fameuse phrase Todos somos americanos. Nous sommes tous américains, citant la ville de Miami de Floride, une ville où vivent de nombreux exilés cubains, mais aussi une ville très américaine, explique-t-il. Les États-Unis et Cuba ont amorcé un rapprochement historique avec la libération, mercredi, de l'Américain Alan Gross, détenu depuis 5 ans à La Havane. D'accord? Alors, je vous laisse découvrir donc ce fameux discours qui amorce cette normalisation de relations avec l'Amérique latine. Toutefois, après le départ de Barack Obama, à la fin de son deuxième mandat, Donald Trump a amorcé une nouvelle ère de relations avec les pays de l'Amérique latine. Il s'est rapproché beaucoup plus de certains dirigeants populistes. Par contre, il critiquait beaucoup plus les pays de l'Amérique latine dans un message, remarquez bien, un discours qu'il a prononcé devant la construction du muraille sur les terrains mexicains. Il disait que le Mexique nous envoie des gens qui viennent avec de la drogue, qui apportent de la criminalité. Ce sont des violeurs, mais certains, je pense, sont des gens bien. Alors, je vous laisse donc aussi découvrir ce nouveau visage des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine sous l'égide de Donald Trump. 2021, ça va voir arriver au pouvoir Joe Biden. Aujourd'hui, what does Joe Biden want from Latin America? Alors, c'est la réponse à cette question. Je vous laisse la découvrir dans cette vidéo qui explique aujourd'hui le nouveau visage ou bien donc le début d'une période peut-être de cristallisation des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. Alors, à titre de rappel,
le concept de cristallisation des relations est un concept qui date de 1822. Il est apparu dans un roman édité par Stendhal dans son ouvrage de l'amour pour décrire ce phénomène d'idéalisation à l'œuvre au début d'une relation amoureuse. En un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. Alors, est-elle aujourd'hui le cas pour Joe Biden? Je vous laisse découvrir la réponse en feuilletant, bien donc en visualisant la vidéo que vous avez devant vous qui s'intitule Biden's Plan for le Biden's Plan for Latin America. Alors toujours dans le cadre donc de l'étude de l'évolution et place de l'Amérique des États-Unis de Roosevelt à Trump. Alors une autre question externe ou bien une autre évolution interne depuis 1988 bien jusqu'à 2019, c'est la question de la puissance mondiale. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui en phase de déclin? Est-ce que les émergents peuvent la rattraper? Alors, Bertrand donc Badi et Dominique Vidal, dans leur ouvrage paru en 2020, parlent du fin du leadership américain. Paul Kennedy parle aussi donc de naissance et déclin des grandes puissances. Il traite dans son ouvrage plusieurs signes qui marquent aujourd'hui que les États-Unis est en phase de déclin, surtout après donc le mandat de Barack ou bien de Donald Trump. Alors, fin du leadership américain ou bien Bertrand Badi accuse d'une façon indirecte Donald Trump d'être quelqu'un qui a accéléré la fin du leadership américain. Alors aujourd'hui, la question du déclin américain semble se poser. Plusieurs indicateurs nous laissent dire aujourd'hui que c'est vrai, il y a un certain déclin. Alors, Diplomatie, dans son édition 104, parle des guerres que l'Amérique ne gagnait pas. Donc, il parle donc de la faillite du push-building américain, d'accord? Donc, des guerres en Irak, en Syrie, en Afghanistan, la guerre menée contre l'État islamique, les mercenariats. Alors, question internationale, s'interroge sur la puissance américaine ou bien sur la puissance militaire en posant la question, est-elle aujourd'hui ce qui faisait la puissance d'un État? De même aussi, Yann Fleury, dans son ouvrage Le bourbier afghan, comment en sortir? Alors il analyse la guerre menée aux États-Unis depuis 2001 jusqu'à 2021 en Afghanistan et comment les États-Unis n'ont pas pu la gagner. De même aussi, la revue Conflit parle d'une certaine réorientation de la puissance américaine vers tout ce qui est soft power, au lieu donc de se baser beaucoup plus du hard power. Alors aujourd'hui, le dernier ou bien le retrait donc des forces armées américaines de l'Afghanistan, de l'Irak, ne laisse interroger, est-ce la fin donc de la super ou bien de l'hyperpuissance américaine, ou bien aujourd'hui les États-Unis devraient aller renforcer sa puissance ou bien chercher à renforcer sa puissance dans d'autres indicateurs ou bien dans d'autres volets à part ce qui est le hard power, peut-être le soft power comme le réclame la revue Conflit, ou bien le sharp power, c'est-à-dire jouer sur les opinions. Toutefois, malgré qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, plusieurs signes ne laissent dire qu'il y a un certain déclin américain, mais cela ne cache pas une réalité. Aujourd'hui, les États-Unis, sur tous les indicateurs, est un État puissant. Comment? Alors, jetez un coup d'œil sur ces repères statistiques des 7 grandes puissances au niveau du programme ECS. Donc, ces chiffres sont tirés de l'année stratégique 2021 de Pascal Boniface, complété par l'indice conflit de puissance élaboré par la revue Conflit. D'accord? Alors, si je compare les États-Unis avec quelques puissances toujours de l'Amérique latine, prenons l'exemple du Brésil. Alors, en termes de PIB, il y a un grand écart entre les deux. Donc,
le PIB américain est 20 fois plus élevé que celui du Brésil. En termes de PIB à parité, pouvoir d'achat en milliards de dollars en 2020, la même chose, donc un écart de 1 à 7. Le PIB par habitant en dollars, ce que touche un Américain, est 6 fois plus élevé que ce que touche un Brésilien. Superficiel, donc malgré que donc il y a l'écart qui est un peu faible, la population, donc aussi un écart qui n'est pas du tout significatif. Population prévue en 2050, donc l'écart semble toujours maintenu. En termes de l'IDH, les États-Unis dépassent largement le Brésil, donc 0,92. Les États-Unis relèvent des catégories des pays développés à un niveau de revenus très élevé. Par contre, le Brésil, c'est un pays émergent. Le nombre de firmes parmi les 100 premiers à l'échelle mondiale, ce sont les indicateurs qu'on utilise pour mesurer la puissance économique. Donc on a 37 firmes américaines les plus puissantes versus une seule firme pour le Brésil. Donc l'écart est aussi marquant. Les États-Unis aussi abritent 10 villes à rayonnement mondial. Vous avez New York, vous avez Los Angeles, San Francisco, Boston, Washington, d'accord? Des villes qui sont classées parmi les 44 premières villes qui influencent à l'échelle mondiale, tandis que le Brésil, avec Sao Paulo, donc une ville qui a un rayonnement régional. Recherche et développement, pourcentage du PIB en 2015. Alors, les États-Unis consacrent à peu près 2,7% de son PIB. Par contre, le Brésil, 1,3%. L'émission de CO2, les Américains, ils polluent beaucoup plus que les Brésiliens. L'écart, c'est 1 à 20. Chômage, donc 4% pour les États-Unis, 13% pour le Brésil. Donc, ça laisse dire que l'économie américaine est beaucoup plus dynamique et créatrice de l'emploi par rapport à l'économie brésilienne. Le pourcentage des femmes parlementaires en 2017, donc 19% contre 11% pour le Brésil. L'indice de Gini pour les inégalités affiche 0,42 aux États-Unis, un niveau qui est faible. Par contre, au Brésil, 0,54, un niveau un peu élevé. Alors, l'indice conflit de puissance est un indice élaboré par la revue Conflit en prenant en considération plusieurs indicateurs avec des pondérations, laisse les États-Unis à la tête du classement avec un score de 76,4. Par contre, le Brésil, il n'a que 16,8, donc un écart qui est aussi très, très important. Alors, donc, remarquez bien, donc le Brésil, on peut la qualifier, ou bien les États-Unis, on peut la qualifier d'une puissance établie. Par contre, le Brésil, c'est une puissance émergente. Le second rang des puissances, la Chine, le Japon, l'Inde, la France et la Russie. Donc, à travers tous ces indicateurs, on peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis gardent encore l'hégémonie à l'échelle mondiale. Toutefois, avec l'élection de Donald Trump et l'arrivée au pouvoir d'un populiste à la tête donc, des États-Unis, laisse craindre des signes de doute et de faiblesse pour les États-Unis. Alors donc, on en a déjà parlé, donc d'autant plus que Donald Trump s'est retiré de plusieurs conventions donc à l'échelle mondiale. Alors cela donc laisse dire que les États-Unis aujourd'hui entament une nouvelle ou bien donc une stratégie de repli donc sur elle-même. Alors ce qui a laissé Olivier Zager à parler d'une nouvelle impuissance américaine et c'est sur donc dernières années donc d'autodissolution stratégique. Remarquez bien le terme autodissolution stratégique, c'est-à-dire un retrait stratégique. Ce retrait, pour certains analystes, a déjà commencé avec la politique de Barack Obama, leadership from behind, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas intérêt à s'immiscer dans les affaires mondiales, n'ont pas intérêt donc à jouer le rôle d'un gendarme du monde, n'a pas intérêt à s'immiscer dans ce qui se passe à l'échelle, dans des guerres, dans des conflits. On l'a vu avec ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Syrie. Donc, ces deux exemples nous montrent que les États-Unis aujourd'hui est fatigué de jouer le rôle du pompier à l'échelle mondiale. Alors cela donc semble se concrétiser
avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Alors, Joe Biden a réaffirmé ces tendances en se retirant de l'Afghanistan, en se retirant de l'Irak. Donc ces indicateurs ne laissent parler aujourd'hui de l'impuissance, de la puissance américaine. Toujours en relation avec les diapos précédentes, alors on peut se poser la question, Trump a-t-il accéléré l'affaiblissement des États-Unis? C'est-à-dire, Trump est-il un fossoyeur ou bien un sauveur des États-Unis? Alors, pour Gilles Vandal, donc Donald Trump, c'est un fossoyeur de l'Amérique. Tout au long de son ouvrage, il essaye donc de nous convaincre, de nous démontrer à travers des indicateurs comme quoi c'est Donald Trump aujourd'hui qui a affaibli les États-Unis. D'autres parlaient du rêve américain à l'épreuve de Donald Trump. Donc, il y a certains qui disaient que le rêve américain était mis en danger. La revue Carto, dans son édition de 2021, parlait de la fin du rêve américain. Il y a certains qui parlent du cauchemar américain, surtout avec cette xénophobie exprimée par Donald Trump contre les immigrés. Souvenez-vous de ce qui est arrivé en 2017-2018 avec l'arrivée massive des immigrés sur le territoire américain et comment Donald Trump a pu construire ou bien a pu arracher du Mexique le financement d'un grand muraille qui va séparer les États-Unis donc du Mexique, qui va mettre fin donc à ces immigrés. Alors certains disaient que I Have Dream, donc exprimé par Martin Luther King, aujourd'hui est remplacé par I Have Stillman, donc en se référant à des problèmes qu'avait Donald Trump avec le Congrès. Donald Trump, un fossoyeur ou bien un sauveur, c'est tout un débat. Hein? Donc il y a les tenants, il y a les contre. Alors, comme vous l'avez vu, comme vous le voyez, Courrier International, dans son édition hors série, parlait donc de se poser la question, bien consacrer donc cette édition aux États-Unis, spéciale United States of America. Alors, il se posait la question, que reste-t-il de la puissance américaine après le départ de Donald Trump? Par contre, l'expansion, la revue Expansion, parlait d'une nouvelle suprématie américaine après le départ de Donald Trump. Donc aujourd'hui, est-ce qu'un fossoyeur ou bien un sauveur? Le débat ne semble pas du tout s'arrêter là. Alors, quel que soit le cas, est-ce qu'on est pour l'affaiblissement ou bien pour le nouveau visage de la puissance américaine? Les États-Unis aujourd'hui comptent encore une certitude que personne ne peut la nier. Pascal Bouchance, donc ce journaliste, parlait dans un article édité par la revue Conflit, parlait donc ou bien disait que rien de ce qui est géopolitique n'est étranger aux États-Unis. Donc voilà donc une expression qui montre aujourd'hui que malgré le cas qu'on parle d'un déclin ou bien d'un nouveau visage, les États-Unis comptent encore aujourd'hui à l'échelle internationale. Maintenant, au-delà donc est-ce que Donald Trump est un fossoyeur ou bien un sauveur? Alors le débat peut-être s'élargit ou bien pour englober le monde entier. Aujourd'hui, peut-on dire que Donald Trump a pu changer le monde? Alors, Charles Philippe David et Elisabeth Vallée donc essayent de répondre à cette question, bien essayent de le démontrer effectivement que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a pu changer le monde entier. D'autant plus, aujourd'hui, on a toujours intérêt à se poser la question, est-ce que les États-Unis dominent-ils encore, bien dominent-ils toujours le monde? Je vous laisse répondre, bien donc découvrir la réponse à cette question dans cette vidéo, donc éditée par Geopoliticus, donc de la France Télévisions.